Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Zoé Dubus, je suis historienne, historienne de la médecine et je suis spécialisée dans l'histoire des psychotropes. Alors les psychotropes, c'est toutes les substances qui modifient l'état de conscience, le comportement, l'humeur. C'est une catégorie qui est très vaste, qui va du café jusqu'à l'héroïne, en passant par les anxiolytiques, les antidépresseurs, l'alcool, le tabac, le cannabis, la cocaïne, le LSD, etc. Et plus spécifiquement, ce qui m'intéresse, c'est l'usage médical des substances qui sont interdites, donc des stupéfiants. En fait, quand j'ai commencé à faire, de l'histoire des psychotropes, ce qui m'a absolument fascinée, c'est de découvrir que toutes les substances qui sont considérées aujourd'hui comme des drogues, donc comme des substances dangereuses, qui vont vous tuer, qui vont vous rendre malade, qui vont vous rendre fou, addict, voire qui vont vous envoyer en prison si vous essayez d'en acheter, toutes ces substances-là ont été en fait à l'origine des médicaments. Donc l'inverse de nos représentations très négatives, des substances positives qui allaient prendre soin, qui allaient être bonnes pour la santé, voire qui allaient guérir certaines maladies, et pas n'importe quel type de médicaments, des médicaments vraiment très innovants qui avaient révolutionné la médecine à l'époque où ils étaient employés. Donc ces substances, elles n'ont pas perdu leurs propriétés thérapeutiques, c'est nous qui avons changé de regard sur elles au fur et à mesure, et c'est ce que j'ai voulu étudier. J'ai voulu comprendre comment, en tant que société, on était passé de «c'est des médicaments» à «c'est des drogues très dangereuses». Donc je suis la première historienne en France à faire ce travail, c'est-à-dire d'aller retrouver toute l'histoire médicale de ces substances, de leur découverte, jusqu'à leur intégration en médecine. Donc pour quelles indications, pour quel type de patients, à quelle dose on les utilisait, quel débat ça a pu engendrer dans la médecine de leur époque. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'on a arrêté, soit qu'on a abandonné totalement, soit partiellement de les utiliser en tant que médicaments. Et je m'intéresse aussi aux raisons qui font qu'à une époque plus récente, on s'intéresse à nouveau à leurs propriétés thérapeutiques et éventuellement on les réhabilite dans la pharmacopée. Donc ça fait un peu plus d'une dizaine d'années maintenant que je travaille sur ces sujets et très souvent, voire tout le temps, quand je présente ces recherches auprès du grand public, par exemple dans des conférences ou sur les réseaux sociaux, on me demande: «Est-ce que toi, tu as déjà consommé des stupéfiants?» donc des drogues, des substances interdites. Et donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo comme ça, plutôt que de répondre sans arrêt la même chose sur les réseaux sociaux, ça sera plus simple pour moi, j'aurais plus qu'à copier-coller, le lien. Et donc je réponds que je ne réponds pas et que je laisse les gens se faire leur avis et évidemment je vais expliquer, pourquoi. Alors quelle que soit la réponse que je vais donner, mon travail va être décrédibilisé. Si je dis: «Oui, j'ai déjà consommé des stupéfiants», dans ce cas-là, je vais être décrédibilisée aux yeux d'une majorité de la population. Le discours, ça va être, bah, finalement, elle fait ses recherches pas de manière objective, mais pour pouvoir légitimer, sa consommation de substances qui sont interdites. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, qui montrent que les universitaires, les scientifiques qui témoignent d'auto-expérimentation avec les stupéfiants sont considérés par, la majorité des personnes interrogées comme moins sérieux, moins objectifs, moins rigoureux dans leurs recherches. Donc je vous mets dans la description, vous avez les liens vers les études dont je vais parler dans cette vidéo. Si au contraire je dis: «Non, j'ai jamais consommé de stupéfiants», alors dans ce cas-là, je vais être décrédibilisée aux yeux d'une autre partie de la population, et notamment des psychonautes. Les psychonautes, c'est des gens qui prennent des psychotropes en général et parfois pour faire des expériences. Là, le discours, ça va être: «Bah, finalement, tu connais absolument rien à ces substances et donc tu peux pas du tout dire que tu en es experte». Alors l'idée que, pour être expert des psychotropes, il faille en avoir pris soi-même, c'est quelque chose qui finalement est très ancien et au contraire, le tabou dans lequel on est aujourd'hui autour de ce type de pratique, lui, il est très récent. Il date seulement de la fin des années 60 et il est lié à la panique morale qu'il y a eu autour du LSD. Donc je vais revenir un petit peu sur cette histoire. Le fait de consommer soi-même des médicaments, pour les médecins, c'est certainement quelque chose qui a existé depuis les origines de la médecine occidentale telle qu'on la conçoit, parce que jusqu'à une époque récente dans l'histoire de l'humanité occidentale, les médecins font leurs propres médicaments. Il n'y a pas encore d'industrie pharmaceutique évidemment qui standardise et qui produit des, médicaments standardisés pour, différents types de maladies et donc les médecins produisent, réalisent des mixtures pour un malade donné à un moment de sa maladie. Donc le la médecine est ultra individualisée et
Il faut s'assurer à la fois que le médicament qu'on est en train d'inventer, de préparer pour ce malade précis a bon goût, parce que sinon, bah, le malade, il va pas le prendre et donc ne pas payer les soins. Et puis, il faut s'assurer aussi que cette préparation a pas trop d'effets secondaires et surtout qu'elle est pas dangereuse. Donc les médecins, ils ont l'habitude de consommer, les médicaments qu'ils prescrivent. On arrive au 19e siècle et le 19e siècle, c'est le moment de découverte ou de redécouverte d'un très grand nombre de substances psychotropes en Occident, pour 2 raisons. D'abord, enfin, en partie parce qu'il y a des progrès énormes de la chimie, mais aussi, avec la colonisation. Donc on va redécouvrir le cannabis, on va découvrir la coca et on va extraire la morphine, la cocaïne, l'héroïne, et cetera. C'est un moment de très grand intérêt, pour les psychotropes de la communauté scientifique et médicale, ce d'autant plus qu'il n'y a pas encore de condamnation morale liée à leur usage. Donc dans ce contexte, il y a un médecin français qui s'appelle Moreau de Tours, qui est aliéniste. Les aliénistes, c'est les ancêtres des psychiatres. Il travaille dans un asile d'aliénés. Moreau de Tours, il travaille avec le datura. Le datura, c'est un délirogène, donc ça provoque un délire, c'est un peu différent des psychédéliques. Et il travaille aussi avec le cannabis, et à cette époque-là, le cannabis, il est mangé, il n'est pas fumé. Quand il est mangé, il produit des effets qui sont beaucoup plus puissants. En tout cas, Moreau de Tours, qui travaille donc avec ces substances-là, va expliquer que l'expérience psychotrope, elle est ineffable. Ça veut dire qu'elle ne peut pas être retranscrite par le langage. Donc que peu importe le nombre de livres que vous allez lire sur les effets du cannabis, tant que vous n'en aurez pas pris vous-même, vous ne pourrez pas en être expert. Et ce que Moreau de Tours explique, c'est que c'est pas suffisant d'en avoir pris une fois, il faut en avoir pris de manière répétée et dans des contextes très différents. Parce que l'expérience psychotrope, elle va varier considérablement en fonction de tous les facteurs extra-pharmacologiques possibles. Donc par exemple, l'état d'esprit de la personne au moment où elle consomme ce produit, ce qu'elle a mangé, les gens avec qui elle se trouve, la pièce dans laquelle elle est, la musique qu'elle écoute, tout ça, ça va influencer l'expérience. Donc il faut en avoir pris et dans différents contextes. Une fois que Moreau de Tours explique ça, ça va devenir la norme pour les scientifiques et les médecins du 19e siècle et du début du 20e siècle qui veulent étudier ou prescrire des psychotropes. La plupart vont auto-expérimenter ces substances. Donc là, vous pensez peut-être à Freud avec la cocaïne, mais en fait, c'est d'une banalité confondante que Freud ait consommé de la cocaïne. C'était ce qui était attendu par la communauté scientifique de son époque. Et donc pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que j'adore faire des comptes rendus de ces auto-expérimentations. D'abord parce que c'est très drôle en soi, mais aussi parce que ça montre le fossé qu'il y a entre leurs représentations à eux autour de ce type de pratiques, qui sont tout à fait normales et apaisées, et puis notre contexte à nous de tabou total autour de la consommation de ces produits. Donc, euh, toutes les nouvelles substances psychotropes vont être étudiées de cette manière-là, par l'expérience personnelle des scientifiques et d'une partie des médecins qui les prescrivent, jusqu'au LSD. À l'origine, le LSD s'intègre dans ce contexte-là. Donc, par exemple, dans la notice du médicament LSD qui est vendu par le laboratoire Sandoz en Suisse, c'est écrit noir sur blanc que les psychiatres qui veulent l'utiliser avec leurs patients devraient avoir une expérience personnelle au préalable. Mais tout va changer au fur et à mesure des années 60. Dans les années 60, aux États-Unis, le LSD commence à être utilisé en dehors d'un cadre médical strict, notamment par une partie de la jeunesse qui fait partie de la contre-culture. Et donc assez rapidement, notamment dans les médias, il va y avoir une association entre le fait de consommer du LSD et le fait d'appartenir à la contre-culture. C'est une manière de décrédibiliser ces mouvements que de dire bah, finalement ces jeunes s'ils se rebellent, c'est pas parce qu'ils ont des bonnes raisons de le faire, c'est parce qu'ils consomment ce psychotrope qui est en train de les rendre fous, de détruire leur cerveau. Alors ça repose pas du tout sur des bases scientifiques, mais c'est pas grave, ça marche très bien médiatiquement, ça va être repris aussi dans les discours politiques et ça va permettre de décrédibiliser ce mouvement. L'utilisation de LSD va aussi être décrite comme une pratique toxicomaniaque, donc addictive, alors même que le LSD n'est pas addictif. Donc là, c'est pareil, c'est pas grave que ça ne corresponde pas aux données scientifiques. Le problème, c'est que tout ce contexte culturel-là va peser sur les scientifiques et sur les médecins qui étudient à cette époque le LSD, qui est un des médicaments les plus étudiés au monde. Euh,
Et donc, ça va devenir de plus en plus stigmatisant pour eux de témoigner d'une expérience personnelle de ces produits parce que ça va être décrit comme un moyen d'appartenir à la contre-culture, donc un refus de participer à la société telle qu'elle est dans les années 60, mais aussi à des pratiques qui sont décrites comme vicieuses ou comme pathologiques, puisque la toxicomanie s'est décrit comme ça à cette époque et encore un peu beaucoup aujourd'hui. Donc, de plus en plus, en fait, les médecins et les scientifiques vont se censurer d'eux-mêmes et arrêter de produire des contenus dans lesquels ils décrivent des auto-expérimentations. Donc, on en arrive à cette situation de tabou aujourd'hui où les scientifiques ne peuvent plus témoigner d'expériences avec les substances interdites, donc les stupéfiants, mais même les psychotropes en général. Et là aussi, il y a des études qui démontrent que c'est un très gros problème parce que ça va avoir une influence à la fois sur les pratiques scientifiques et sur la prescription. Donc, par exemple, un médecin qui fait l'expérience d'un antidépresseur précis, ben, s'il a une bonne expérience avec cet antidépresseur, il va avoir tendance à plus le prescrire, même s'il y a des nouvelles études qui sortent pour dire finalement cet antidépresseur, il a beaucoup d'effets secondaires, il faudrait le remplacer par telle autre molécule. Au contraire, s'il a une mauvaise expérience avec la substance, il va avoir tendance à moins la prescrire, même s'il y a des nouvelles études qui paraissent pour dire c'est un bon antidépresseur, il est plus efficace que d'autres molécules. Donc ça, c'est pour les pratiques de prescription, mais ça a aussi un impact sur la recherche en elle-même, et notamment en ce moment dans le contexte de renaissance psychédélique, donc où les scientifiques occidentaux s'intéressent à nouveau aux psychédéliques et les réétudient. On sait très bien que la majorité des scientifiques ont une expérience personnelle de ces substances-là. C'est pour ça que ça les intéresse. Mais on ne peut pas étudier l'influence que cette expérience personnelle va avoir sur leur manière de penser les substances, les protocoles qu'ils vont mettre en place, la manière dont ils vont prendre en charge leurs patients et les résultats qu'ils vont obtenir. Et ça, c'est un problème très grave, qui est évidemment très... les scientifiques aujourd'hui en ont bien conscience, et donc il y a des appels dans la littérature médicale pour dire il faut qu'on arrête en fait avec ce tabou, parce qu'il faut qu'on puisse étudier l'influence, l'impact que l'auto-expérimentation peut avoir sur la recherche, sur les pratiques de prescription, mais aussi la non-expérimentation, les gens qui n'ont pas pris ces substances-là, comment ça influence leur représentation. Il y a par exemple une étude qui vient d'être parue en France sur les représentations des psychiatres en France qui n'ont pas expérimenté de psychédéliques, et on voit qu'ils ont tendance à juger la dangerosité de ces produits comme étant beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante que la dangerosité réelle telle que démontrée par les études scientifiques. Donc le fait de ne pas expérimenter a aussi un impact sur les représentations. Alors pour moi qui suis historienne, c'est pas très grave parce que qu'on soit dans ce système de tabou où je puisse pas dire dans un sens comme dans l'autre, est-ce que j'ai déjà consommé des stupéfiants? Parce que quand on travaille en histoire, on travaille très souvent en fait sur des objets pour lesquels on n'a aucun lien. On peut travailler par exemple sur être spécialiste de la chevalerie au Moyen Âge sans être noble soi-même et sans même jamais être monté à cheval. Donc c'est pas très grave. Ça a évidemment une influence, mais c'est pas très grave. Par contre, pour les scientifiques et pour les médecins, comme je viens de vous l'expliquer, c'est un gros problème. Et donc il faut espérer que dans les prochaines années, on en vienne à pouvoir un peu s'apaiser autour de la question des stupéfiants en général et éventuellement en arrêter avec ce tabou-là qui est vraiment très problématique. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je profite que c'est une vidéo à moi et pas celle d'un colloque ou d'une interview comme d'habitude pour vous remercier vraiment très chaleureusement toutes et tous, toutes les personnes qui me suivent. Vous êtes adorables. Ça me fait beaucoup de bien de lire vos commentaires, de voir que vous êtes toujours super content de quoi que je fasse sur les réseaux sociaux. Vous êtes soutenants, vous êtes hyper présents et c'est génial, d'autant plus que là, je suis un peu isolée de mes proches et de toute ma famille en étant au Canada. Donc voilà, merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions. J'essaierai de vous répondre un petit peu quand j'ai le temps. Et s'il y a des questions qui reviennent un peu régulièrement, bah, éventuellement, à l'occasion, je referai une vidéo comme ça. En tout cas, vraiment, voilà. Merci à toutes et à tous. Et puis, on se retrouve sur les réseaux sociaux.